Nous avons donc déjà commencé à parler largement du Moyen-Orient. Denis, le Moyen-Orient, c'est, pour le dire de manière soft, parcellisation et désordre. Est-ce que 2017 nous permettra d'entrevoir quelques ébauches de recomposition au moins partielle, ou est-ce qu'on est absolument condamné à assister, finalement impuissant, à distance, courte ou plus longue, à un processus de décomposition permanente, et jusqu'à quand? Prévoir l'avenir est toujours un art assez délicat, surtout que nous sommes là pour ça. Surtout que quand c'est dans le futur. Oui. Mais je pense que la seule certitude s'agissant du Moyen-Orient, c'est effectivement la difficulté à fournir des prévisions raisonnables, et dans le passé, effectivement, on s'est malheureusement souvent trompé. Il est difficile de trouver le mot juste, d'ailleurs, pour décrire la situation actuelle au Moyen-Orient. Est-ce qu'il est en feu? Est-ce qu'il est en chaos? Est-ce qu'il est en décomposition? Est-ce qu'il est en recomposition? C'est un petit peu tout cela en même temps, ce qui, effectivement, c'est une situation d'ailleurs unique, je dirais, dans l'histoire récente, mais même plus ancienne. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, je voudrais faire un triple constat pour décrire cette situation. Premier constat, le Moyen-Orient est effectivement en cours d'implosion. Si on examine, je dirais, les joueurs sur cet échiquier, les acteurs, on en trouve trois catégories. On trouve un certain nombre d'États faillis: la Syrie, le Liban, l'Irak, le Yémen, la Libye. Failli parce qu'il y a une absence de contrôle de la part des gouvernements sur une grande partie du territoire, voire sur tout le territoire, que les structures administratives et politiques sont totalement paralysées, que le terrorisme y sévit, que la guerre civile, s'agissant de la Syrie et du Yémen, y sévit, et de la Libye également. Il n'y a que quelques pôles de stabilité: l'Égypte, la Turquie, les États du Golfe, la Jordanie, mais pour combien de temps? Et on le voit bien en particulier s'agissant de la Turquie. À côté de ces États faillis, il y a une multiplicité de groupes armés. Certes, ce n'est pas nouveau au Moyen-Orient, mais depuis, je dirais, 5-6 ans, il y a eu en quelque sorte une explosion de ces groupes, des milices à base communautaire, à base religieuse, à base tribale, de nature très variée. Parfois, ce sont d'ailleurs des milices organisées par les pouvoirs eux-mêmes, les Shaïbas organisés par le régime bassiste syrien, les brigades El-Badr très liées au gouvernement irakien, mais le plus souvent aussi, ce sont des rebelles, des opposants, des rebelles démocratiques, entre guillemets, s'agissant de la Syrie, des groupes salafistes, des groupes djihadistes, mais également des groupes mafieux. Ces milices ont des dimensions d'ailleurs très variables, d'une centaine de personnes à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de combattants, avec une organisation également variable, un proto-État qui est effectivement l'État islamique, relativement organisé, qui institue des tribunaux, qui a un budget, qui a des ressources, qui veut battre monnaie, etc. Mais le plus souvent, il s'agit de groupes très autonomes, animés par ce qu'on pourrait appeler des seigneurs de la guerre, regroupés dans des coalitions ou des alliances à dimensions extrêmement variables. Ce sont des véritables nébuleuses. Les objectifs de ces groupes, d'ailleurs, sont extrêmement différents, contradictoires. Il s'agit de renverser les gouvernements en place, promouvoir la démocratie, promouvoir la charia, promouvoir une entité nationale, comme c'est le cas des milices kurdes. Et dernière caractéristique, tous ces groupes, je dirais, sont poreux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de combattants qui passent de l'un à l'autre de ces groupes, qui, au gré, je dirais, des armements disponibles ou du niveau des salaires que propose telle ou telle milice. Ainsi, on se trouve souvent devant des alliances à géométrie variable, Kurdes et milices arabes, Front El-Nosra, donc djihadistes, qui parfois manœuvrent en concertation avec l'opposition modérée, l'armée syrienne libre,
Tout ça, effectivement, fait que le terrain est extrêmement fluide et flou. Enfin, il existe comme acteurs un certain nombre de puissances régionales ou extérieures à la région qui appuient, financent, instrumentalisent ces différents groupes ou ces différents États. Et ces acteurs extérieurs, qu'il s'agisse de la Turquie, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, et d'un autre côté les États-Unis, la Russie, certains pays européens comme la France, ont eux-mêmes des priorités différentes, voire contradictoires. Le deuxième constat que l'on peut faire, c'est que, malheureusement, je pense qu'en 2017, tout au moins, cette situation va perdurer. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, ce chaos cache en fait plusieurs conflits ou plusieurs guerres. C'est la guerre entre l'opposition démocratique ou djihadiste contre les pouvoirs en place. C'est une guerre entre des groupes rebelles entre eux. C'est la guerre entre les Kurdes et les Arabes, avec la volonté des Kurdes de se constituer dans le nord de la Syrie un territoire ayant une certaine continuité, donc qui s'accompagne d'une certaine purification ethnique. Il s'agit de la guerre de la Turquie contre le PKK, que ce PKK soit d'ailleurs en Turquie même ou en Syrie, avec le BYD qui est son émanation. Mais c'est également la guerre des sunnites contre les chiites qui cache plus profondément une volonté de puissance, un affrontement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et puis il y a hier, peut-être, si on en juge les événements les plus récents, est-ce qu'il n'y a pas une guerre également entre les pays occidentaux contre la Russie, ou tout au moins un retour de la guerre froide à travers ce qui se passe au Moyen-Orient ? Cette situation va perdurer parce que ces groupes sont effectivement, comme je disais tout à l'heure, largement autonomes. Ces groupes ont en quelque sorte sécrété des seigneurs de la guerre qui ont tout intérêt à, je dirais, conserver leur fonds de commerce, qui leur permet d'avoir de l'argent, d'exercer un pouvoir sur un territoire plus ou moins grand, et donc ils n'ont pas du tout intérêt, je dirais, à accepter un retour à la normale. L'autre élément qui me fait penser que cette situation va perdurer, c'est qu'il y a une forte détermination d'un certain nombre d'acteurs sur place. La Russie l'a montré de façon très nette. La Russie est effectivement déterminée à sauvegarder le régime bassiste en Syrie pour des raisons, et notamment pour conforter son influence au Moyen-Orient et pour jouer un rôle de grande puissance dans ce Moyen-Orient. L'Iran également est fortement déterminé et d'ailleurs envoie des troupes au sol, soit à travers des milices qui sont soit libanaises, soit irakiennes, soit afghanes, soit l'armée régulière ou les gardiens de la révolution iraniens, avec la volonté effectivement de conserver la sphère d'influence que l'Iran s'est constitué depuis 2003 et qui lui permet effectivement d'avoir une continuité territoriale entre Téhéran et la frontière israélienne via le Liban, via la Syrie, via l'Irak. La Turquie est également fortement déterminée pour éviter, je dirais, toute création d'un État ou même d'une entité autonome kurde à sa frontière sud. Et quant à l'Arabie saoudite, elle est déterminée à contrer l'Iran sur tous les champs de bataille où elle s'est engagée, qu'il s'agisse du Yémen, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse de Bahreïn. Ainsi, face à ces acteurs déterminés, il y en a d'autres qui le sont nettement moins. En particulier les pays occidentaux, à commencer par les États-Unis et d'une façon générale les pays européens qui ont montré une grande pusillanimité. Enfin, perdurer parce que la perspective d'une solution politique, pour l'instant, n'apparaît pas. Or, il n'y aura pas de retour à la stabilité, à la normale au Moyen-Orient si on ne trouve pas une solution politique, c'est-à-dire si on ne met pas en place des gouvernements inclusifs qui permettent aux différentes communautés, notamment aux sunnites, de participer au pouvoir. Et ceci est vrai aussi bien en Irak, au Yémen ou en Syrie. Enfin, dernier point, mais je serai très rapide puisque
Corentin a évoqué déjà assez largement ce sujet. Le troisième constat, c'est que la menace ne va pas faiblir. La menace d'abord au Moyen-Orient même, avec un risque de déstabilisation d'un certain nombre de pays, en particulier les pays où se sont réfugiés en masse des populations venant de Syrie, mais également d'Irak, qu'il s'agisse de la Turquie, de la Jordanie, près d'1,5 million de réfugiés, qu'il s'agisse du Liban, avec aussi des infiltrations de djihadistes, de combattants dans ces différents pays, y compris d'ailleurs en Arabie Saoudite. Une menace qui va perdurer, même si le principal groupe djihadiste, l'État islamique, est battu militairement. La prise de Mossoul ne va pas faire disparaître les milliers de combattants qui sont fanatisés par l'idéologie radicale, l'instauration d'un califat qui est proposée et qui fascine effectivement un certain nombre de musulmans frustrés et radicalisés. L'État islamique a effectivement changé la donne. C'est un nouveau type de djihadisme dont l'originalité n'a sans doute pas été vue suffisamment tôt. Pour conclure, je dirais qu'effectivement, on ne peut pas être très optimiste. Je pense qu'il y a le Moyen-Orient organisé au lendemain de l'écroulement de l'Empire ottoman est mort, que la recomposition demandera sans doute plusieurs décennies et qu'elle ne pourra se faire que s'il y a une concertation entre tous les acteurs d'influence, les puissances régionales, l'Iran, la Turquie, mais également les puissances extérieures comme la Russie. Mais les derniers événements montrent que la tâche sera difficile et que pour l'instant, on parle plutôt de restauration de la guerre froide que d'une concertation. En toute hypothèse, jamais le Moyen-Orient ne sera plus comme avant. Je vous remercie.